Je vais passer un petit extrait, Léa, de votre intervention avec Éric Zemmour. Vous avez dit que c'était une... Ensemble de la population française. Comment peut-on avoir 7 millions d'enfants d'étrangers en France? La dépêche de l'INSEE, elle est exactement... Et ben voilà, vous venez de résumer la qualité de votre travail. Mais oui, merci monsieur le professeur. Léa Salamé. Au-delà de la bataille des chiffres à laquelle j'ai assisté ici, il y a ce livre... La presse tranchera et vérifiera entre Éric Zemmour et Émeric Caron. On aura certainement ça dès le début de semaine prochaine. On revient sur ce livre. Quelle souffrance ce livre, ce long requiem, ce long kaddish, la souffrance d'Éric Zemmour sur cette France qui tombe. Qu'est-ce qu'il est noir, qu'est-ce qu'il est sombre ce livre. Il est désespéré, il est très anxiogène. Est-ce que c'est drôle? Ah, écoutez, pardon, extrêmement anxiogène. C'est vrai. Il est extrêmement anxiogène, votre livre. Il est totalement désespéré, vous la détestez, vous la haïssez, la France d'aujourd'hui. Vous rêvez du XVIIe siècle, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux dans cette France d'aujourd'hui. Avec cette obsession, vous avez les trois ennemis qui déconstruisent, je l'ai dit, les femmes, les homosexuels et les Arabes. Je dis les Arabes pour ne pas dire le mot, parce qu'en fait, c'est pas les Arabes, le problème, c'est les musulmans. Appelons un chat, c'est l'islam. Cette obsession furieuse de l'islam que vous avez, Éric Zemmour, que vous répétez à longueur de chronique, à longueur d'interview. Alors moi, je ne vais pas vous contester cela. Le radicalisme de l'islam, je pense qu'il fait peur d'abord aux musulmans modérés, qui ont peur que leur fils soit tenté par le djihad ou que leur fille soit tentée par la burqa. Je pense qu'ils ont les mêmes craintes que vous de basculer dans un radicalisme de l'islam. Non, la question, elle est simple. Aujourd'hui, vous dites, les musulmans ne se fondent pas dans la République, l'islam ne se fond pas dans la République. C'est un peu la thèse de votre livre et de ce que vous dites. Alors, ok, soit c'est un constat, on fait quoi? On fait quoi avec les musulmans de France aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On les renvoie chez eux, on les convertit de force, on fait quoi? D'abord, sa réponse, elle est très longue. Vous pouvez la suivre sur Internet pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. Donc, on fait quoi avec les musulmans de France? Vous posez à Éric Zemmour. Et vous allez me demander ce qu'on fait avec les musulmans. Mais une autre question qui se poserait, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait la même interview? Oui, parce que ça ne date pas depuis longtemps. Non, elle date après. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu Charlie Hebdo. Ah, ouais. Ce serait la même. Ce serait la même. Mais bonne réponse. Oui, non, c'est important. Et vous avez été satisfaite, Léa, de cette entrevue. À la fin de cette entrevue, vous avez dit c'est comme ça que je voulais. C'est facile de l'attaquer. Oui, Zemmour, c'est très difficile de l'attaquer. C'est quoi qu'on dise. Mais il a réponse à tout, Zemmour. Oui. Vous avez longtemps travaillé avec lui aussi. Moi, j'ai travaillé 1 an avec lui. C'était un ami. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, malgré ses positions folles, à mon sens, sur beaucoup de choses. Vous n'avez pas choisi le bon extrait. Oui, c'est ça, le bon extrait, pourquoi je vous ai dit je suis fière de Zemmour? Non, c'est pas après, c'est à la fin. C'est qu'en fait, il vient pour ce livre-là, c'est sa première télé, et ça va être le succès de l'année en France. 400 000, ouais. Je vais lui torpiller sa communication. Parce que je vais ongler sur l'affaire des Juifs quand il va dire, je le fais dire, Pétain a sauvé des Juifs, ce qui en France est inadmissible. Et en fait, pendant 3 semaines, ils ne vont parler que de ce point-là. Et à la fin, il dit, mais enfin, c'est 3 pages sur un livre de 400 pages, qu'est-ce que... Et je lui ai torpillé son truc. Et d'ailleurs, il me l'a dit. Et depuis, vous n'êtes plus amis. C'est ça. Non, on se croise. Non, je ne dirai jamais de mal de lui, il dit jamais de mal de moi. Vous ne verrez pas de ça. Mais pourquoi vous l'avez torpillé volontairement? Oui, volontairement. Et puis parce que... Non, pas volontairement, parce que moi, ça m'a choqué. Parce que moi, ça m'a choqué qu'un juif écrive que Pétain a sauvé des juifs. Pétain n'a pas sauvé des juifs. Pétain a fait tuer des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation. Et ceux qui ont sauvé des juifs, c'est les justes, c'est la société civile, c'est l'Église. C'est pas Pétain. Et qu'ils disent ça, c'est du révisionnisme. Donc, et en France, ça passe pas du tout. Je sens tout de suite que quand il parle des Arabes dans l'émission, vous avez tout de suite une réaction, et je la comprends. Vous êtes d'origine libanaise. Mais vous avez la même réaction quand il parle de musulmans. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression de représenter ce Moyen-Orient où les musulmans sont dominants. Parce que peut-être chez d'autres, puisqu'ils ne le sont pas, et avec une maman arménienne, et avec l'histoire, le génocide et tout ça, on ne se serait pas senti concerné. C'est plutôt dirigé vers les Maghrébins plutôt. Alors pourquoi vous vous sentez si visé? Et vous défendez?
Non, je trouve que je défends pas. Je trouve que celui qui défend le plus les musulmans, c'est Émeric Caron, qui est à côté de moi, qui en a fait un combat. C'est son combat. Et lui, il peut le faire librement parce qu'il n'est pas arabe, justement. Donc il peut prendre position, soit pour les juifs, alors en l'occurrence, c'est les musulmans. Moi, j'essaye juste d'être juste parce qu'il y a des vrais problèmes identitaires et communautaires en France et c'est très violent. Alors c'est très bien ce que tu as dit ce matin, Maë a raconté, a dit au micro de France Inter. Parfois quand j'écoute vos débats en France, j'ai l'impression que c'est pas... Nous, avant, on pensait que la France était notre modèle, nous les communautaires, et que eux parlaient de laïcité, c'était un modèle républicain. Et maintenant, j'ai l'impression que la France a copié le Liban. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines et quelques mois qu'on ne parle que de la question juive, la question musulmane, la question juive, la question chrétienne. Et c'est quelque chose qui est très nouveau en France. Et ce que je veux dire, c'est que les musulmans, moi je me refuse à les pointer du doigt, parce qu'en France c'est très difficile, ça reste toujours très difficile d'être musulman aujourd'hui. Ça reste beaucoup plus difficile de trouver un travail quand tu t'appelles Mohamed, quand tu t'appelles David ou quand tu t'appelles Charles. Et donc la facilité de certains, dont Zemmour, de les pointer du doigt en permanence en disant tous les problèmes de la France c'est les musulmans, ça me gêne. En même temps, contrairement à Caron, je dis qu'il y a un problème identitaire. Caron, il dit il n'y a pas de problème, tout va bien, Madame la Marquise. Moi, je dis non, tout ne va pas bien, Madame la Marquise. Et je dis, je comprends aussi la souffrance des Français de souche, qui voient leur modèle républicain changer, qui voient les restaurants halal remplacer les bistrots, qui voient toutes ces choses-là, qui voient les femmes voilées, et c'est difficile pour eux. Donc, moi, j'essaie d'être mesurée. Là où Émeric est défenseur absolu. J'ai dit exactement ce que je pensais samedi dernier avec Edoui Plenel, si vous voulez revoir l'extrait, parce que Plenel est un grand défenseur des musulmans. Et là, je lui ai dit, voilà, vous pouvez défendre, et je vous suis sur cette chose. C'était hier, un samedi soir. Ouais. Et c'est toujours sur Internet. Vous pouvez le voir sur Internet. Et voilà. Donc, c'est ce que je pense. Humblement, c'est ce que je pense. Nia Salamé, on sort comment d'émissions pareilles? Vidées, complètement voilées. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, après on n'est pas poussé, vous rentrez, vous poussez. Ouais. On peut pas. Mais c'est ça, il y a tellement d'adrénaline. Vous enregistrez quand? On enregistre tous les jeudis soirs à 20h, ça dure entre 4h et 5h d'enregistrement, il en reste 3h30. On ne peut même pas se lever pour faire pipi, c'est un enfer. Il y a des invités qui meurent pendant l'émission. Tellement c'est long, ils n'en peuvent plus. Non, parfois on va prendre des verres avec l'équipe, parfois je sors, je rejoins des amis, voilà. Et sinon, il m'arrive de... Je sais pas quoi vous dire. Non, c'est difficile de redescendre après l'émission, il me faut 2 heures, je ne peux pas dormir minutes. Et est-ce que vous regrettez certaines de vos réactions à vous? Est-ce qu'il y a une réaction à un moment donné, à part l'exemple que vous avez donné de Mélenchon, est-ce qu'il y a une phrase où vous dites « bon, j'aurais dû dire ça, faire ça, etc. » ou pas vraiment? Sur Taubira, j'aurais dû aller encore plus frontalement. Mais comme je me suis sentie seule, parce que Émeric est sorti de son rôle de journaliste pour devenir femme, je lui ai dit d'ailleurs, il était scotché, tu vois. Moi je dis pas que Taubira elle est géniale, mais je dis qu'il y a quand même des questions à lui poser, quoi. Et Ruki aussi, mais Ruki l'a reconnu, il m'a dit après, il m'a dit j'étais too much, je vais trop. Et donc là j'aurais dû assumer jusqu'au bout le positionnement encore plus frontalement. Entre l'insolence et l'agressivité journalistique, il y a un fil. Comment vous faites pour ne pas le dépasser? Je suis pas agressive, je crois que j'arrive à ne pas être agressive. Je veux surtout pas être agressive. J'aime pas du tout les femmes agressives à la télévision, ça m'angoisse encore plus une femme. Mais vous l'êtes des fois. Ah, vous trouvez? Oui. Ce qui est normal, c'est votre rôle. C'est votre rôle. On ne peut pas vous demander autrement. Ok, vous faites de votre mieux. Moi j'ai cru même que vous l'avez demandé, parce que c'était très clair. Alors j'ai raté quelque chose. Vous avez dépassé le fil. Non, elle a dit raison, elle a dit ça, le fil est très fin entre l'insolence et l'agressivité. C'est ça, donc vous essayez de ne pas franchir ce fil-là. Là, vous êtes plus agressive avec Eric? Non. Mais la question est directe. Vous faites quoi? C'est très intelligent. D'être comme ça on n'est pas couché, c'est ça. C'est pas sinon c'est pas une Bon bah j'ai raté quelque chose. Non, vous ne faites pas un 7 sur 7 toute seule. Vous êtes là, vous avez un axe, vous avez un camp à défendre, vous faites l'avocat du diable, ça fait partie de votre Ça dépend de la sympathie aussi qu'on a par rapport à l'invité. Moi je dirais qu'elle est très ferme mais pas agressive. Mais voilà, je ne dis pas tout le temps. Elle est ferme tout le temps, mais agressive, ça dépend. Parce qu'en fait, et si la personne en face quand on est une femme le journaliste, moi
malheureusement, il faut en faire plus pour se faire respecter. C'est comme ça, c'est un fait. Quelque part, elle est obligée, on voit bien, même en France, je veux dire, ne nous cachons pas, tu le sais, Maï. Donc il faut en faire plus pour être respecté comme un homme, entre guillemets, je mets tout entre guillemets. Donc elle, quand elle est ferme, on dit tout de suite, elle est agressive. Non, je ne suis pas d'accord. Un homme aurait été comme ça, on aurait dit c'est normal. Ça dépend aussi de la sympathie par rapport à l'invité. Si on a de la sympathie par rapport à l'invité et qu'on la voit passer, on se dit... Ah, ça c'est une question. Est-ce que ce que vous ressentez vis-à-vis de l'invité influe sur votre façon de lui poser, de vous adresser à lui, de lui poser des questions? Éric Zemmour était un ami et après, malheureusement, t'as passé. Non, c'était son prof, un genre de prof, elle a voulu prouver qu'elle est devenue meilleure. Il l'a dit d'ailleurs, il a dit ça, il a dit elle a voulu montrer qu'elle était pugnace, elle a eu raison. Non, j'essaye d'être sincère dans mes emportements. Par exemple, quand j'aime vraiment, je le dis maintenant. Quand j'ai des coups de cœur sur les parties culturelles, j'y vais franchement. Et quand j'aime pas, j'essaye de pas le dire. Tu vois, on avait ce Maxime Chatham, par exemple. Je sais pas si vous avez ces thrillers. Bon, bah, moi, j'ai vraiment détesté. Vraiment, ça m'a... Je sais pas comment j'ai pu terminer. Je trouve qu'il n'écrit pas bien, c'est une catastrophe, etc. C'est un cauchemar. Mais tu sais qu'il vend des millions. C'est un best-seller, il vend 5 J'ai essayé, j'arrive pas. C'est abominable. J'arrive pas à terminer. C'est tout ce que je n'aime pas, en tout cas. Moi, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais je crois pas qu'il l'a mal pris. D'ailleurs, après, il a dit à quelqu'un que je connais en disant, bon, elle a été... C'est-à-dire que j'ai dit que je n'aimais pas, mais je l'ai dit joliment, j'ai mis des fleurs pour dire voilà, c'est pas mon goût. C'est-à-dire que le dire j'aime pas ton livre, il est nul, c'est bon. Écoutez, votre roman, c'est pas exactement moi, ce que j'aime. Tu vois, il faut mettre des. Léa Salamé, si vous aviez attaqué un personnage politique libanais, à qui vous aimeriez vous adresser, qu'est-ce que vous diriez? du choix. Ah bah oui. À part le patriarche que vous avez interviewé. Parce que ici, le patriarche fait de la politique. C'est pas, il n'y a pas de séparation malheureusement. 1905, c'est pas passé. Vous allez me trouver friante, mais je veux pas. Je vais pas. Comme ça, quelqu'un qui vous intéresserait Je vais vous dire quelqu'un que j'aimerais interviewer plutôt. On va le faire comme ça, Walid Jumblat. Voilà. Quelqu'un avec qui j'aime beaucoup parler politique, Samir Franchier. Que j'aime beaucoup. Les amis de papa. Les amis de papa. Voilà, ne m'entraînez pas sur ça parce que je ne. Bon, et si on veut parler côté plus société libanaise, les Libanaises, si vous aviez attaqué les Libanaises, les femmes libanaises, vous leur diriez quoi? Ou bien un peu la politique. Les Libanaises. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne chez les Libanaises? Oui. Parce que quand on est loin et qu'on revient, on voit les choses différemment peut-être aussi. Parfois une petite mollesse. Il y a quelque chose d'un peu de... Un peu quoi? Ouais. Tout ne se ressemble pas. Tout ne se ressemble pas, donc je ne veux pas faire de généralité. Quand je parle de mollesse, c'est pas la première qui m'arrive. Mais la nouvelle génération, elle est différente. Ouais. Mais non. Parfois, quand je discute avec mes amies libanaises de mon âge, je les trouve... Il y a moins de culture. Non, c'est pas vrai. L'accès à la culture est plus facile. En tout cas, pas mes amis. Non, mais une forme de... Peut-être qu'on est plus dur aussi en France, je sais pas. Il y a quelque chose de... Une forme de nonchalance, quelque chose où on se laisse un peu vivre. Est-ce que vous suivez les Libanaises? Non, je ne regarde pas, j'ai pas le temps. Honnêtement, je vous dis honnêtement, je suis sous l'eau. Mais il y a une chose que ma sœur, Misha, qui est là, la première fois qu'elle vous a... J'ai deux sœurs ici. Mais la première fois, c'est Mireille et Michi. La première fois qu'elle vous a vu à la télévision, je lui ai dit, voilà, c'est bien ça. Elle m'a dit, mais sans que tu me dises qu'elle est libanaise, à la voir, j'aurais tout de suite reconnu. Parce que votre façon de vous habiller, les mains, le gestuel, et puis vous êtes mieux mise que les Françaises, que les autres présentatrices, à part Anne Sinclair. Mais c'est-à-dire, non, c'est différent. On remarque tout de suite. Elle a toujours une très belle robe, elle est toujours très bien habillée, très simple, mais bien mise. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de présentatrices à la télévision française.
Vous avez raison. Moi, je pense que quand on connaît les Libanaises, on voit tout de suite que c'est écrit sur ma tête. Je ne peux pas être autre chose. Après, ceux qui ne connaissent pas, ils vont me dire italienne, espagnole, argentine ou israélienne. J'ai le droit aux 4 nationalités, mais très vite maintenant, tout le monde sait que je suis libanaise. Je le dis suffisamment. Mais vous avez raison. Et c'est vrai, ça, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au début, parfois, au début de ma carrière, je pensais que je ne rentrais pas tout à fait dans les critères de la télévision française, parce que j'étais peut-être un peu trop typée, un peu trop chaleureuse, avec un visage un peu trop expressif. Et ben c'est cette phrase de Cocteau, je ne sais pas si vous la connaissez, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Ouais. Et j'ai décidé de pas bouger sur ça, et ce qu'on pouvait me reprocher, au lieu de singer les Françaises que je ne suis pas, je suis moi-même. Voilà. Un peu moins bijoutée que les Libanaises, un peu moins maquillée. D'ailleurs, ma mère me dit toujours, mais mets une boucle d'oreille, quelque chose, j'en mets rarement. Mais voilà. Léa, à travers vos différentes entrevues, j'ai encore 3-4 questions. Quelle personnalité française vous avez le plus marqué, pas seulement sur France 2, depuis ITV, France 24? François Hollande. François Hollande, je l'ai interviewé il y a 2 mois sur France Inter, il est venu. Et il est pas du tout charismatique, mais très malin. Très malin, beaucoup plus malin qu'on peut imaginer. Ah, d'accord. Et sinon... Est-ce que l'un de vos invités vous a laissé bouger? Vous ne trouviez plus vos questions, il vous a vraiment... Non, je vous dis, j'ai raté Mélenchon, mais pas parce qu'il m'a laissé boucher, parce que j'ai raté Mélenchon. Vous avez interviewé Sarkozy? Je l'ai interviewé, mais quand j'étais à Public Sénat, qu'il était ministre de l'Intérieur. Donc pas depuis qu'il est... Non, c'est un de mes rêves, c'est d'interviewer Sarkozy. Houellebecq, je l'ai interviewé, surprenant. Emmanuel Carrère, dans les écrivains. Assez surprenant aussi. Non, j'ai pas de... Voilà. D'accord. Bon, pour terminer comme ça, quelques petits conseils aux jeunes étudiants qui sont également dans la salle. Bon, ce qui vaut pour les journalistes, ça vaut aussi pour les interprètes, parce que là, comme c'est l'école de traducteurs et d'interprètes, le micro, faire attention au micro qui peut se révéler parfois... oui, l'histoire de la fameuse base que j'ai fait péter le décolleté que vous avez dit en croyant que c'était off-air, vous l'avez dit, et c'était en plein dans les infos. Ça, vous avez vécu ça comment? Horriblement. Horriblement, et d'ailleurs tout le monde me dit, mais enfin ça va, il n'y a rien de grave, assume, tout ça, j'arrive toujours pas à assumer. J'ai fait péter le décolleté. Carrément. Elle ne savait pas qu'elle était à l'antenne. Je parlais avec la cadreuse et je me regardais mon retour, j'ai dit, j'ai fait péter le décolleté. Ah, et c'est passé. Non, c'était nul, il faut faire attention. Je trouvais ça très nul ce que j'ai dit. Bon, donc, et quels sont vos passe-temps? Là, cette année, j'en ai pas. La lecture. Non, ne rien faire, c'est mon passe-temps. C'est mon luxe. Sinon, j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup voyager. Bon, ça va être banal. Sinon, mais l'émission de Requiem me permet de voir des films, des concerts. Ça, c'est le bon côté des choses, des pièces de théâtre. J'étais à la Comédie Française il y a un mois, c'était sublime de voir Tartuffe. Léa Salamé, vous êtes la femme de l'année 2014, d'après le magazine GQ. Ça vous a fait quoi? C'était une erreur. Là aussi, je commence à trouver l'année 2014 très très drôle, parce que quand Ruquier m'a appelé, j'ai cru que c'était une blague au début, ensuite quand France Inter m'a appelé, j'ai cru que c'était une blague. Quand GQ m'a appelé pour me dire voilà, vous êtes notre femme de l'année, j'ai voulu plaisanter, j'espère. Et non, on plaisante pas. Je voudrais que l'année 2014 ne s'arrête pas. Mais c'est ça, en 2015, qu'est-ce que vous voulez encore espérer pour 2015? Rien, j'espère rien. Vraiment, je touche du bout. Bon, donc, dernière question, qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous, à votre avis, interviewer ou être interviewé? Interviewé. On a le contrôle, hein. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Emile, tu veux rajouter quelque chose? Maintenant, on va offrir donc, la parole au public, si vous voulez poser des questions. Il y a des baladeurs, oui. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à poser?